Bonjour et bienvenue à la série Le quai de Sainte-Anne au fil du temps. Ayant en main le budget et les études environnementales nécessaires, tout était en place pour débuter la construction du nouveau quai de Sainte-Anne. Voici les grandes étapes de sa réalisation. Est-ce que c'était les mêmes personnes qui sont occupées pour le quai versus ceux qui ont fait le bâtiment, le pavillon à l'entrée? Au niveau des constructeurs, non, c'est des constructeurs différents. Au niveau, si on veut, de l'architecture, c'était toute la même firme qui a réalisé les concepts d'aménagement, qui est la firme Groupe A, annexe EU. Avec Rémi Morancy. Avec Rémi Morancy, qui habite ici à Saint-Tite-des-Caps d'ailleurs. Alors, eux, c'est vraiment eux qui ont travaillé la conceptualisation et les plans au niveau architectural des deux phases. Et la fabrication, tu parlais, au niveau de l'ingénierie, c'était Nordastello pour le quai. Est-ce que pour le pavillon, c'était eux également? Non, là, la firme de génie mécanique, c'était une firme différente qui était LGT. Et pour le côté vraiment constructeur, oui. Tu as parlé d'Amel pour ici la phase du quai. Oui. Est-ce qu'ils ont fait aussi le pavillon? On est retourné en appel d'offres public et c'est la compagnie Escalera qui a réalisé le pavillon du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, en 2020, on est allé en appel d'offres avec les plans d'avis qui avaient été préparés par Nordastello. Il y a eu plusieurs soumissions. Malgré ça, les coûts étaient quand même un peu plus élevés que ce qui était prévu dans nos estimations préliminaires. Donc, on a dû retravailler les plans, puis avec Amel Construction, on a trouvé des solutions, changer les plans dans un court laps de temps pour permettre au chantier de décoller, permettre à la corporation d'octroyer le contrat selon l'argent qu'ils avaient disponible. Donc, je crois qu'on a bien réussi là, à rendre ce projet-là jusqu'à terme. Mis à part toute la mise en place du projet qui a pris beaucoup d'années, c'est l'étude d'impact environnemental qui était la clé, avec justement le mandat qu'on a donné à Nordastello, qui incluait l'étude environnementale, les plans et devis finaux et la gestion de la construction. Ensuite de ça, c'est quand on a donné le mandat de construction du quai à Amel Construction. Là, c'est vraiment les grosses phases là, qui commençaient, de revoir, si on veut, les concepts préliminaux, soit d'aménagement, mais aussi d'infrastructure du quai. C'est à partir de ce moment-là qu'on sentait là, que le travail commençait réellement. Je pense que les premiers travaux ont été la reconstruction des fondations. Est-ce que vous avez eu à utiliser d'anciens matériaux ou vous êtes vraiment parti à zéro par rapport à la reconstruction des fondations? L'infrastructure avait beaucoup d'âge, avait vieilli, donc était en fin de vie. Donc, il fallait vraiment reconstruire l'ensemble de l'ouvrage. Donc, tout a commencé avec la jetée de 300 mètres environ là, entre la 138 et le quai. Donc, c'est cette reconstruction-là qui a été la première étape là, pour avoir un bon chemin d'accès jusqu'au futur quai à reconstruire. De ce qu'on se rappelle, il y avait toute la question de l'enrochement qui, je pense, qui a été la première étape. C'était une période qui était assez longue, ça, d'avoir à aller chercher le matériel voulu et par la suite le placer directement pour faire la base du quai. Ça a été... on a dû justement réaménager, si on veut, ou revoir la conception du quai. Initialement, on ne faisait que de l'enrochement avec des murs bétonnés. Ce qu'on a dû faire, étant donné qu'il y a des marées, il y a l'hiver, il a fallu changer les échéanciers. Alors là, il a fallu, entre autres, en particulier, commander des murs préfabriqués de béton qui venaient du Lac-Saint-Jean.
Alors, c'est toutes des étapes comme ça. La première étape, ça a été d'enlever l'enrochement. Alors, on se rappelle, il n'y a pas beaucoup de place ici au quai. Fait que c'est d'enlever l'enrochement, de ramener le nouvel enrochement, amener les murs. C'était tout qu'un contrat. Il faut se rappeler qu'on travaille dans un milieu naturel. Il fallait respecter les règles environnementales, mais aussi les marais. Les marées qui ne changent pas, eux. Non, c'est ça. Et les tempêtes, mais aussi la période hivernale qui n'était pas propice à faire toutes les interventions qu'on devait faire. Fait que c'était un beau défi, un changement d'échéancier, mais qui était rigoureux, puis ça a été extraordinaire comme réalisation. Est-ce que ces roches sont de la côte de Beaupré ou vous avez dû avoir une demande ailleurs pour avoir le type de roche que vous aviez besoin? La pierre a pu être acheminée à partir d'une carrière tout près d'ici, là, juste en haut de la côte, là, sur la côte de Beaupré. Donc, c'était quand même facilitant là, pour que le projet avance bien. Donc, c'est un approvisionnement local de pierre. À l'origine, il y avait seulement de la pierre près du quai sur cet ouvrage-ci, mais on a choisi de l'enrocher pratiquement sur sa pleine longueur pour y donner une pérennité plus grande. Parce que par la suite, on a dû installer, je pense, l'autre étape était les murs de béton. Ça, est-ce que c'était tout le long de l'enrochement et ensuite, bien sûr, à la tête du quai? Exact. À l'automne 2020, il y a eu l'installation de ces murs de béton-là, l'entrepreneur a choisi de les faire en mode préfabriqué. Donc, faisait livrer des murs, des sections de murs qui ont été installées tout le long avant de poser l'enrochement. Donc, ça permettait d'avoir vraiment une structure de chaussée là, vraiment durable jusqu'à l'approche du quai, où là, il y avait encore aussi d'autres structures de béton qui étaient aménagées juste avant de construire le quai. Vous avez dû retravailler la digue également. Quels ont été les travaux principaux au niveau de la digue que vous avez dû faire? C'était surtout de remblayer avec des bons matériaux, retirer un peu de débris de bois de la vieille structure qui datait de plus de 150 ans. Donc, on a retrouvé un peu de débris de la vieille structure, mais le sol était bien consolidé, donc il n'y avait pas de problématique au niveau d'affaissement ou de tassement. Donc, ça a été de vraiment reconstruire avec des bons matériaux, progresser jusqu'au quai là, pour se préparer à la construction durant l'hiver. Donc, la grosse année 2021 est vraiment l'année complète où là, vous avez eu à travailler. Peut-être une pause, bien sûr, durant l'hiver, un peu plus compliquée, mais par la suite, très tôt, je pense que ça a repris. On a parlé de pale planche. Qu'est-ce que c'est exactement, premièrement, une pale planche pour que les gens comprennent bien? Oui, la pale planche, c'est ce qu'on voit tout le tour du quai aujourd'hui. Donc, c'est une feuille d'acier, on pourrait appeler ça une plaque d'acier qui est pliée d'une certaine manière pour lui donner de la rigidité. Donc, chaque pale planche, chaque section est imbriquée une dans l'autre et foncée dans le sol jusqu'à un certain niveau. Puis après ça, c'est retenu avec des tirants d'ancrage à l'intérieur du remblai là, du quai. Donc, tout le quai a été... la partie qui était dans nos jambes a été démolie pour ensuite vraiment englober l'ancien quai. C'est pour ça que le nouveau quai est quand même beaucoup plus grand que le quai d'origine. Parce que vous avez utilisé les pales planches par-dessus l'ancien quai. C'était voulu parce que ça aurait été plus difficile si vous aviez retiré l'ancien quai? Oui, l'objectif. La corporation voulait se donner un quai un peu plus grand, bien sûr. C'est plus simple de travailler autour que d'aller travailler au même endroit qu'à l'origine pour les conflits avec les pierres, par exemple, dans le fonçage. Donc, on voulait vraiment se faciliter la vie au niveau du fonçage pour avoir le moins d'obstacles possible. Bien, les murs d'acier, en fait, là, c'est les pales planches qu'on plantait, si on veut. Les pales planches, c'est vraiment des murs d'acier qu'on peut voir tout le tour de la tête du quai. Alors, cette section-là, ça a été fait en pales planches. D'autres sections, ça a été des murs en béton. Et la digue, c'est vraiment des murs bétonnés et qu'on a enrochés par la suite. Alors, pour les murs, justement, en acier, c'était des grues qui venaient planter les pales planches. Ça faisait qu'on allait avoir un quai qui est vraiment aux abris, à l'abri des intempéries, qui peut être périn aussi une cinquantaine d'années facilement. C'est la fonction de la pale planche. C'est pour y donner de la rigidité, une meilleure rigidité. C'est pour ça que la forme
La forme qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les pales planches. OK. Donc, ça donne plus de rigidité à la structure parce que la poussée des sols, étant donné que c'est une structure qui est quand même assez haute, on peut s'imaginer, là, quand on est sur l'eau, on le voit mieux, mais ça descend encore jusqu'au fond marin qui est plusieurs mètres sous le niveau de la marée la plus basse. Donc, c'est une structure qui fait plusieurs mètres, là. On a environ 12 mètres de mémoire, je pense que c'est environ une douzaine de mètres de hauteur complète en façade de quai jusqu'à atteindre le fond marin. Donc, c'est une structure, c'est comme un grand mur de soutènement là, qui doit avoir une bonne rigidité. Et qui était nécessaire, justement, comme vous dites, pour que ce soit très solide Exact. À ce moment-là. J'ai vu aussi qu'il y avait comme une autre étape également pour faire de l'enrochement, parce qu'il reste encore quelques éléments à peut-être peaufiner rendus en 2021. Oui, en 2021, dans le fond, les travaux n'ont pas arrêté très longtemps. On a arrêté seulement autour du mois de janvier, mais aussitôt que les matériaux étaient livrés au chantier et que l'entrepreneur était disponible, ils ont travaillé, même en plein hiver, dans les glaces, c'était possible. Puis souvent, des structures comme ça se travaille quand même très bien. Puis les conditions de glace à l'hiver 2021 n'étaient pas trop difficiles. Donc, l'entrepreneur a progressé dans la structure de quai et ensuite, durant tout le reste de l'année, il y a eu beaucoup d'aménagements au niveau de la finition des murs de béton que vous voyez tout le long de la jetée. Donc, il y a eu une coulée de fait pour faire la finition. Il y a eu les aménagements aussi paysagers, toute la finition que vous voyez en place au pavé uni, puis à l'entrée du site, l'aire d'accueil, tout le drainage à proximité de l'aire d'accueil aussi. Puis, on a eu aussi un climat très favorable pour les premiers travaux. Donc ça a été d'un grand aide aussi parce que on n'a pas eu de retard, ou pratiquement très peu de retard dans les échéanciers qu'on nous a présentés. Et ça, je dois dire que c'est un coup de maître parce qu'il faut tenir compte que mars 2020 arrivait la pandémie de la COVID-19. Donc, comme vous dites, c'est pas venu déjouer les plans ou briser les plans que vous aviez en tête au niveau de l'échéancier? Très peu. Très peu. Je vous dis, on était fiers, on était heureux, on était contents parce qu'on avait des comptes rendus, justement, de façon régulière. Puis, tout s'est extrêmement bien déroulé dans les temps. Puis, le climat nous a été favorable parce que, quand même, travailler une période durant le début de l'hiver, mais nos constructeurs ont pu travailler jusque presque le jour de Noël. Donc, ça a été assez formidable. Donc, c'était une chance, comme vous dites, d'avoir eu ce moment-là, parce que sinon, il y aurait eu peut-être eu des délais. Tout à fait. Puis une grande chance aussi que le printemps est arrivé tôt. Alors, et exclut la personne qui parle, mais on a pu commencer les travaux aussi rapidement au printemps. Ce qui était spectaculaire à voir aussi, tout le travail d'injection de béton qui s'est fait ici même à la tête du quai, avec plusieurs camions bétonnières qui sont venus avec des grands manches pour pouvoir faire le tout. Donc, c'est une autre étape importante qui a été faite, comme vous dites, dans la finition aussi. Oui, c'est ça. La dalle, tout au niveau du quai, pour l'approche, vous voyez, c'est en pavage et en pavé uni. Mais quand on arrive près du quai, on a choisi de faire une surface de béton pour assurer une meilleure durabilité, parce que ça peut arriver dans les grandes tempêtes qu'il y ait de l'eau qui vienne jusque sur le quai. Mais on voulait une structure durable, donc le béton armé a été sélectionné. Aussi, donc, dans la fin de l'année 2021, il y a eu le travail, comme vous dites, de finition. Il y a eu, bien sûr, un autre groupe qui s'est occupé de faire la construction du pavillon. Par la suite, je crois qu'il y a eu quand même, est-ce que c'est vous qui avez eu à travailler en tant qu'ingénieur à l'entrée? On voyait qu'à la 138, redéfinir un peu l'entrée, l'améliorer ou, je pense, déplacer des feux de circulation. Ça, c'était fait dans le cadre de votre travail? Exactement. Ça faisait, on allait vraiment se raccorder jusqu'à la 138. Donc, tous les aménagements que vous voyez là au niveau du génie civil, tout le terrassement autour du bâtiment, faisait partie du mandat global. Puis tout a été réalisé par le même entrepreneur là, dans le cadre de ces travaux-là. On est présentement tout près de l'escalier géant que vous avez travaillé pour justement donner accès au fleuve. Est-ce que ça s'était fait aussi en 2021 ou c'était un petit peu plus tard ou là, ça s'est fait en même temps que la tête du quai? Tout en 2021 que ces travaux-là ont été complétés pour avoir des meilleures conditions là, au niveau de la météo pour couler le béton et tout ça. Là. Donc oui, ça a été complété. Là. En 2020, c'était principalement les enrochements, les murs de soutènement. Puis hiver et printemps-été, c'était tout le reste de l'aménagement, puis tout le travail au niveau de la finition,
du quai, le couronnement, etc. Donc 2022, c'est vraiment là, le compte à rebours parce que les gens souhaitaient que ça soit lancé à l'été 2022. Donc c'est la finition. Je regarde les lampadaires, etc. Est-ce que les lampadaires s'étaient fait dans les dernières étapes ou déjà, dès 2021, vous avez commencé à travailler là-dessus? Bien, c'était tout prévu dans le planning, dans les plans, mais c'était plus l'installation s'est faite vraiment à la fin parce qu'on veut garder tous les aménagements plus délicats vers la fin pour les endommager. Donc, tout l'éclairage, d'amener l'électricité au bout du quai pour les services que la corporation voulait offrir au bout du quai. Donc, tout ça, ça a été intégré à la fin. Donc, on a du câblage enfoui là, qui va jusqu'au quai pour offrir ces services-là. Est-ce que toi, tu avais une formation d'ingénieur? Pas du tout. Donc, c'était tout un nouveau monde pour toi? Pas du tout, mais j'étais très bien appuyé avec toute la gang du conseil d'administration du quai, mais aussi de la ville, puis les différents professionnels aussi qui travaillaient dans les différents domaines. J'avais l'expertise de Nordastello avec leur équipe d'ingénieurs, mais aussi on avait Michel Rousseau qui était engagé par la corporation du quai, qui est ingénieur pour SNC-Lavalin. Alors lui, son rôle, c'était vraiment de m'encadrer, m'appuyer pour s'assurer que tout le monde fasse les choses pour le bien de la collectivité et le bien de la corporation. Nordastello intervenait plus au niveau là, de l'infrastructure du quai elle-même, alors que LGT est intervenu plus pour la construction du bâtiment lui-même. D'ailleurs, on a gagné un prix Sécobois au printemps dernier dans la catégorie petite ossature de bois légère. C'est un pavillon en bois dans lequel il y a certains parements à l'extérieur en cèdre, mais l'ensemble de l'enveloppe est quand même revêtu d'un parement d'aluminium. La volumétrie, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose de très simple, un peu à l'image aussi des bâtiments agricoles qu'on retrouve sur la côte, des bâtiments anciens aussi au niveau résidentiel, qui avaient toutes comme caractéristique d'être des volumes très simples, pas compliqués. Ça peut rappeler aussi à la fois des hangars à bateaux. Puis l'espèce d'angulation qu'on a fait dans le pavillon, bien, ça vient un peu de cette idée du lien entre le lieu du sanctuaire, de la basilique et le littoral. Quand on circule, quand on sort d'un bateau, par exemple, puis qu'on s'achemine vers le centre-ville de Sainte-Anne, bien, on a toujours, on admire la beauté du paysage naturel, les éléments dont j'ai nommé tout à l'heure, mais au niveau architectural, au niveau de l'empreinte humaine, il y a toujours la présence des flèches de la basilique, puis on porte toujours automatiquement un regard oblique un peu quand on déambule là, vers le centre-ville. Puis ce regard oblique-là, c'est ça un peu cette diagonale a un peu induit certaines lignes de composition au niveau de certains traitements au sol, mais aussi au niveau là, du pavillon qui est comme tronqué, puis qui fait en sorte que ça induit comme un mouvement un peu plus dynamique, autant quand on arrive, dans le fond, au niveau de l'intersection du boulevard Sainte-Anne, que quand on est sur le boulevard Sainte-Anne, bien, il y a une espèce de mouvement induit par le pavillon qui porte à se dire, bon, il se passe quelque chose. On est comme invité, dans le fond, à entreprendre la marche, finalement, vers le quai et donc vers le littoral. Bon, LGT, à titre de firme de génie conseil pour le pavillon, on a fait l'ingénierie de la structure, de la mécanique et de l'électricité du bâtiment. Donc, en gros, si on regarde la structure, vous avez travaillé sur les murs porteurs. C'est un peu ça que vous avez fait? Oui, tout à fait. Le bâtiment est fait tout en ossature légère de bois, donc des fermes de toit qui reposent sur des murs porteurs, le tout sur des fondations en béton armé. Et ça, vous êtes arrivé vers la fin, on pourrait dire, de la réalisation du quai, parce que c'était le quai en premier, puis par la suite, on terminait avec votre projet. C'est arrivé peut-être, vous avez pris un 6-7 mois à travailler le projet en tant que tel? Environ la période de conception, vraiment, de plans et devis, s'est échelonné sur quelques mois, oui, effectivement. Au niveau des défis techniques, parce qu'à quelque part, vous êtes près du fleuve, on était près du boulevard également. Quels ont été ces défis pour vous, pour votre firme? Le principal défi technique par rapport à la proximité au fleuve, c'était de valider les pressions causées par l'eau à marée haute dans le sol qui pourraient se répercuter sur le bâtiment. Donc ça, on a eu des validations structurales à faire pour s'assurer que le bâtiment pouvait bien résister là, à ces contraintes-là. Vous aviez aussi des éléments à tenir compte par rapport aux fontaines d'eau que vous-même aussi vous aviez eu à travailler, c'est ça? Oui, tout à fait. À l'intérieur du bâtiment, il y a un bassin d'équilibre sous la salle de mécanique. Donc, c'est un espace vide là, qui sert à gérer l'eau des fontaines.
Dans le fond, on a participé à un appel d'offres qu'on a remporté. Par la suite, bien, on devait représenter ce que les architectes avaient dessiné comme bâtiment, essayer d'aller le plus possible dans leur architecture pour pouvoir avoir un bâtiment qui représentait vraiment leur plan. Donc, vous avez sûrement eu des rapports assez réguliers avec eux au départ pour savoir exactement quel type de bâtiment qu'ils devaient faire? Au départ, quand on a soumissionné le projet, on ne savait pas que... on ne connaissait pas exactement le positionnement du bâtiment, à savoir que c'était un nouveau bâtiment avec le nouveau quai. On n'avait pas fait ce lien-là lorsque on a soumissionné le projet. C'est lorsqu'on a commencé le chantier puis qu'on s'est installé sur le chantier qu'on s'est rendu compte que, OK, basilique, fleuve, quai, que là, ça allait être un bâtiment fort qui allait être vu par plein de personnes. Et on s'en est fait parler beaucoup durant toute la construction. Quelles ont été vos discussions avec M. Morancy là, dès le début? Oui, bien, avec la firme d'architecture Groupe A, comme vous le dites, là, bon, le but des ingénieurs, c'est de concrétiser la vision de l'architecte. Donc, en structure principalement, les éléments qui ont été intégrés, c'est de plusieurs types de fermes de toit pour créer les différents espaces. Donc, on a des fermes en porte-à-faux, on a des fermes ciseaux pour le hall, on a des fermes maîtresses au-dessus de l'air extérieur ou les tables de pique-nique. On a intégré un mur rideau en architecture avec certains éléments de charpente d'acier même pour laisser un pan de mur architectural. Ensuite, en électromécanique du bâtiment, tous les systèmes mécaniques ont été épurés pour laisser toute la place à l'architecture. On parle de conduits de ventilation souterrain, conduits de plomberie souterrain, puis plancher radiant électrique pour ne pas avoir de plainte de chauffage à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est vraiment épuré pour laisser la place à l'architecte. Et est-ce que vous avez eu à faire quelques petits ajustements par rapport au plan que l'architecte avait proposé? Oui, bien, c'est un travail en coordination continue, en fait. Donc, il y a plusieurs modifications qui vont de part et d'autre en cours de réalisation des plans là, pour que tout soit harmonisé. Bien, dans le fond, c'était un petit bâtiment quand même assez complexe avec plein d'architecture et aussi de mécanique et d'air de service. Alors, on avait un lien avec les professionnels toujours constant. Toutes les 2 semaines, on avait des rencontres de coordination pour s'assurer de bien livrer le bâtiment. Alors oui, notre interaction est toujours en gestion avec eux, là. Fait que nous, on est l'entrepreneur général, c'est nous qui gère les travaux, mais c'est nous qui fait la gestion avec toute la sous-traitance et les professionnels. C'est un travail d'équipe. Au niveau des défis que vous avez eu à relever, parce qu'inévitablement, comme vous avez vu, c'est sûr, en arrivant sur place, il y avait peut-être des éléments, peut-être au niveau du sol, au niveau, en étant près du fleuve. Est-ce qu'il y avait des éléments particuliers que vous deviez tenir compte pour bien travailler? Vous les avez nommés. Ah, OK. Le sol, en partant, qui était un sol quand même pas ce qu'il y a de plus stable. Alors, on a eu un petit peu à jouer avec ça. Le matériel du sol aussi, c'était un peu boiteux, puis on commençait ça dans une période de l'année qui est moins intéressante pour la construction. Donc, c'est durant l'hiver à ce moment-là? C'est durant l'hiver. On a commencé à l'automne, mais la grande partie des travaux se sont effectués en hiver. Alors, neige et, quand vous dites bord de fleuve, vous dites humidité, vent. Alors, on a eu tous ces beaux petits défis-là pour construire ce bâtiment. Et en étant près du boulevard Sainte-Anne, est-ce que vous avez eu à un moment donné à faire demander de réduire la route, le temps de faire certaines installations? Oui, ça, dans le fond, il faut effectuer une signalisation pour pouvoir rentrer, mais le ministère n'était pas très fervent à nous donner l'accès, vu que c'est un boulevard qui est très passant. C'était vraiment de courte durée. On pouvait le faire de courte durée pour pouvoir s'installer, mais on ne pouvait pas le faire à long terme parce que c'est un boulevard à 2 voies, puis on ne pouvait pas rétrécir selon le nombre de circulations qu'il y avait sur place. Il y avait de l'autre côté aussi, pour la construction du quai, c'était la construction Amel qui était en charge de ce chantier-là. Oui. Est-ce que de votre côté, vous avez eu à vous coordonner pour certaines actions? Oui. Bien, au départ, quand on est arrivé, puis eux étaient encore là, on se regardait un petit peu comme ça. On disait, vous faites quoi là? Puis eux, bien, vous faites quoi ici, vous? On n'a pas encore terminé. Fait qu'on a eu à s'asseoir ensemble pour vraiment planifier les travaux, pour s'entraider et non se nuire, qu'eux puissent terminer leurs travaux. Ils ont décalé des travaux qu'ils ont dû refaire suite à nous, à l'installation de nos fondations, pour pouvoir bien livrer le bâtiment, puis que ça soit pas tout brisé à la livraison de leurs travaux versus les nôtres.
voit derrière l'œuvre d'art qui a été faite par M. Jean-Pierre Morin. Est-ce que de votre côté, vous avez eu des éléments à tenir compte ou à travailler pour pouvoir voir l'installation ici même au quai? Oui, c'est ça. En cours de mandat, bien, la corporation faisait justement son appel de proposition pour l'œuvre d'art. Puis une fois que le concours a été remporté, bien, la corporation nous a informé des dimensions pour qu'on puisse concevoir une fondation de béton appropriée pour retenir cette œuvre d'art. Et comme vous voyez, l'œuvre est quand même assez massive, donc elle porte bien dans le vent qu'on a ici au quai. Donc il devait y avoir une bonne masse de béton pour la retenir, là. Croisière AML aussi s'est ajoutée dans le dossier avec, bien sûr, les croisières qu'on voit depuis 2022. Est-ce que de votre côté, vous avez dû peut-être envoyer les devis techniques pour qu'ils puissent bien installer leur structure? Oui, bien, ce qui est important aussi, quand on fait une conception de quai comme ça, c'est dès le début, il faut savoir quel type de navire va accoster au quai. Donc, on devait réfléchir à certains aménagements pour bien accueillir les navires qui étaient prévus. Puis, en fin de projet, bien, une fois qu'on avait tous les plans et les spécifications, on les a transmises à Croisière AML pour qu'ils puissent aménager leur passerelle pour qu'ils puissent bien accueillir les passagers. Est-ce que ça a amené un prolongement au niveau du temps où vous êtes quand même rentré assez bien dans les chantiers que vous aviez en tête? Il a fallu changer les étapes. On a fait construire le quai et on a fait une deuxième étape avec le pavillon d'accueil. Alors, les travaux ont été plus longs qu'initialement, mais on est rentré pas mal dans les échéanciers qu'on voulait. Nos échéanciers, entre autres, étaient vraiment dictés par le financement qu'on avait parce qu'on doit répondre à des périodes pour amener le projet à terme. Fait que on a eu certaines périodes additionnelles, mais en gros, on est rentré dans les délais. Nous espérons que l'émission vous a plu. On se revoit la semaine prochaine.